Donc, pour les actualités, donc on aura sur Montpellier la prochaine date le 30 mars, un digital apéro et le 6 avril à Toulouse. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est des moments conviviaux, d'échange. Donc voilà. On a aussi dans la partie de Digitalis Future une partie sur secteur public avec compétences du futur le 6 avril. Et il y aura aussi le 18 avril sur Montpellier sur toute la partie internationale. Si vous êtes intéressé pour conquérir des marchés étrangers, on a un événement spécial à Montpellier le 18. Et le 25 avril, il y a la formation de Product Manager sur Toulouse. Il nous manque encore un participant. Donc, si vous avez des besoins de faire monter en compétences vos collaborateurs, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et après, sur la factory, donc e-santé, on aura le 13 avril les outils numériques dispositifs médicaux sur l'IA et garantie humaine. Et le 22 juin, un modèle économique en santé et modalités de remboursement. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller sur la page de Digital Central sur Agenda et vous avez toutes les informations. Et donc, je vais laisser la main à Grégoire. Je pense qu'on peut commencer l'atelier et puis je te laisse la main. Grégoire, j'ai juste oublié une info Oui. que j'avais notée, j'ai repris mes notes. Vous savez que la région, évidemment, considère la santé numérique comme étant une filière prioritaire et donc elle a lancé via ADOC un audit de manière à avoir des recommandations sur la structuration de cette filière en Occitanie. Et il y aura un retour de cette audit et puis stratégie qui se tiendra à l'hôtel de région le 11 mai. Donc, notez également la date dans vos agendas. Il y aura, alors là, pour le coup, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine des invitations, mais si ça vous intéresse, notez la date, vous allez voir passer l'événement et je pense qu'il va s'y dire des choses intéressantes pour la e-santé dans la région. Voilà, ce coup-là, j'en ai vraiment fini, Grégoire. Mais pas de souci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Merci, Anaïs. Et c'est parfait parce que je vois que Manon Rénal nous a rejoint entre-temps. Donc, je dirais qu'on est, comme d'habitude, avec une organisation parfaite et un timing parfait. Je vais donc, bienvenue à tout le monde pour cette Factory Santé. Je vais faire une très, très brève introduction sur le sujet des soins de santé primaire. Et après, je laisserai la parole, après les avoir présentés, donc à Manon Rénal et Béatrice Lonios. Soins de santé primaire, donc simplement quelques mots pour dire que c'est évidemment maintenant considéré comme étant une brique essentielle de tout système de santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en France, c'est un secteur qui est, je dirais, en évolution et presque en révolution depuis quelques années. Et je vais simplement vous citer trois aspects. Le premier aspect, sur le plan, on va dire, de l'organisation, c'est qu'on est en train de passer d'un modèle du professionnel isolé à des, vous allez voir, des structures qui de plus en plus sont pluriprofessionnelles. Et ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent parce que ça veut dire qu'en tant qu'entreprise du numérique, votre interlocuteur, ça va être de moins en moins souvent un professionnel qui travaille tout seul et de plus en plus souvent une structure et souvent des structures d'ailleurs qui associent plusieurs types de professionnels différents. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est pour les gens là qui sont autour de nous, qui est extrêmement important. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi des évolutions en cours en termes de modèles de financement de ces actions, on va dire, de soins primaires. Et là encore, si vous êtes en train de réfléchir à des modèles économiques autour de la santé numérique et des soins primaires, un message important, c'est qu'on reste avec un financement à l'acte qui est majoritaire, mais on voit apparaître de plus en plus d'autres types de financements. Et je pense que Manon et Béatrice en parleront, à la fois des financements sur les structures, mais aussi des financements même sur des prises en charge qui sont beaucoup plus coordonnées. Et puis le dernier point, c'est que sur le point du numérique spécifiquement, évidemment, dans le Ségur du numérique, qui est le programme national sur le numérique en santé, il y a des actions et il y a des programmes et il y a des chapitres spécifiques, là encore, sur les soins primaires, notamment sur la médecine, mais aussi sur d'autres professions. Donc, tout ça pour dire qu'on est évidemment en plein dans l'actualité, que c'est un secteur qui est important et qui est pertinent pour nous. Et je vais simplement présenter, donc on a beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui ces deux intervenantes. Manon Rénal, qui est, donc il y a une double formation, sciences infirmières et puis santé publique, politique de santé publique.
et qui est directrice. Alors, maintenant, c'est la FECOP, hein, si j'ai bien compris. Il y a eu un changement de nom il y a quelques semaines. Donc, la FECOP, hein, c'est la Fédération des maisons de santé, on va dire des structures coordonnées et pluriprofessionnelles de la région Occitanie. C'est une des plus grandes fédérations de France, hein, de ce type. Et puis, mais évidemment, Manon, je te laisserai présenter tout ça si tu le souhaites. Et puis, Béatrice Lognos, qui est donc médecin généraliste, qui exerce dans une MSP. On va avoir beaucoup de sigles aujourd'hui. Un des sigles, ça va être MSP, donc Maison de santé pluriprofessionnelle, en plus avec un U, c'est-à-dire universitaire. Elle est aussi porteuse d'un projet de CPTS, un autre sigle qu'on va voir aujourd'hui, je vous rassure. Et Béatrice est aussi enseignante et chercheur à la fac de médecine de Montpellier-Nîmes. Et je le souligne parce que ce n'est pas du tout fréquent, elle est vice-doyenne de cette même faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Donc, je vous laisse, Manon, Béatrice, vous organiser comme vous voulez. Si vous avez un support à partager, normalement, vous pouvez le faire. C'est bon, ouais. Parfait. Merci, Grégoire. Ce que je propose aux intervenants, c'est évidemment, on est suffisamment, voilà, si on est suffisamment nombreux pour pouvoir poser des questions au fil de l'eau, soit directement, soit peut-être plutôt dans le chat. Et moi, je suis attentif à ce qui se passe dans le chat et je répercute les questions. Donc, Manon, Béatrice, merci encore et à vous la parole. Merci beaucoup Grégoire et merci à Madame Leclerc pour votre invitation. Juste pour rajouter un titre à Béatrice, puisqu'elle n'en a pas assez, elle est aussi administratrice de FECOP, mais on en est ravis. Donc, FECOP, on souhaitait quand même vous en dire quelques mots pour que vous puissiez savoir d'où on parle, même si Grégoire, tu l'as fortement bien introduit. Nous étions auparavant FORMS, vous nous connaissiez peut-être sous le sigle FORMS. FORMS, c'était la Fédération Occitanie-Roussillon des maisons de santé, avec 13 ans d'antériorité d'expérience sur l'accompagnement des maisons de santé et des équipes de soins primaires. On reviendra tout à l'heure sur ce que c'est un peu plus précisément, puisque c'était la commande. Et on a depuis janvier évolué, puisque notre assemblée générale est également composée de communautés professionnelles territoriales de santé, de CPTS, que nous comptons au sein de nos adhérents, et de bon nombre d'autres partenaires qui accompagnent l'évolution des soins primaires, comme France Asso Santé Occitanie, comme la Fédération de l'appui à la coordination, comme les associations de coordinateurs que l'on a en Occitanie. Donc, nous sommes devenus la Fédération de l'exercice coordonné pluriprofessionnel et on compte bien aussi, grâce à cette ouverture, pouvoir accompagner les différents types d'exercices pluripro qui naîtront à l'avenir, parce qu'on se doute bien qu'aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là. Il y a également les équipes de soins spécialisés qui commencent à poindre sur nos territoires et il risque d'y avoir d'autres formations ou structurations d'exercices coordonnés de proximité sur le territoire national. Donc voilà, je vous le disais, la FECOP, elle a finalement 13 ans d'expérience et d'antériorité derrière elle. Elle a été créée par des professionnels de santé libéraux qui ont été les tout premiers à se lancer dans la forme d'exercice pluriprofessionnel coordonné existante initialement, qui étaient les maisons de santé pluriprofessionnelles. Notre rayonnement, il est régional. On a aujourd'hui plus de 200 équipes adhérentes, ça fait 6500 professionnels de santé sur toute l'Occitanie. On englobe 100% du territoire occitan. Des fédérations comme la nôtre, il y en a dans chaque région de France. Et on est représenté nationalement avec Santé, pour Avenir de l'exercice coordonné, et avec Santé, et donc la Fédération des fédérations régionales. C'est notre fédération nationale, elle nous représente auprès de la CNAM, de la DGOS et du ministère de la Santé et de la Prévention. Chaque année, la Fédé, c'est 400 équipes accompagnées, plus de 400. Cette année, on en a eu 414. Et quand je parle d'équipes, je parle bien des équipes de soins primaires, des maisons de santé pluriprofessionnelles, des communautés professionnelles territoriales de santé, et quelques équipes de soins spécialisées. En termes de nombre d'adhérents, on reste aussi la fédération aujourd'hui la plus forte, mais c'est en lien direct avec l'ampleur de l'exercice coordonné sur notre région, puisqu'on est la région peut-être la plus dynamique en termes de développement d'exercice coordonné.
Alors, si on prend le nombre absolu, pas vraiment, mais si on prend le nombre par rapport à notre population, on est clairement la région la mieux dotée en maisons de santé à ce jour, notamment. Notre association, c'est 14 salariés, et non plus 13, dont 7 chargés de mission, répartis sur l'ensemble de l'Occitanie. Elles sont territorialisées, ces chargés de mission. Et puis surtout, elles travaillent toujours en binôme avec des professionnels de santé experts de l'exercice coordonné, que nous appelons les facilitateurs. Nous en avons 56, donc 56 ambassadeurs libéraux de toute profession sur l'Occitanie, dont Béatrice fait partie, qui accompagne donc en binôme ces équipes. Pourquoi ce binôme et pourquoi finalement le succès de la Fédé repose sur ce binôme? Parce que le changement de pratique, il ne s'inocule pas grâce à un vaccin, il se travaille, et le meilleur pourvoyeur du changement de pratique, c'est l'exemple, c'est le changement de pratique par l'exemple, ce qui est fait ailleurs, et puis c'est le pair qui parle au pair. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur le secteur de la santé, certainement pas que. En tout cas, nous, c'est notre recette plus secrète, mais notre recette pour amorcer tous ces changements-là. Notre association, elle compte aussi de nombreux partenaires, une trentaine de partenaires qui soient institutionnels, puisque notre association, elle est quand même accompagnée fortement par l'Agence régionale de santé, hein. Elle est accompagnée également par la région, par certains conseils départementaux. On travaille également avec des élus locaux sur le développement de l'exercice coordonné sur leur territoire, puisque, vous le savez, désertification médicale et pas que. Du coup, les élus sont très, très en demande de trouver des solutions pour permettre une pérennité de l'accès aux soins sur leur territoire. Nous les accompagnons là-dessus. On a des partenariats riches également avec les CHU, dont le CHU de Montpellier grâce à Grégoire, et puis avec les universitaires, et notamment le DUMG de Montpellier par l'intermédiaire de Béatrice, qui est vice-doyenne de l'université. Voilà, donc notre raison d'être, c'est avant tout d'agir pour que la santé, et bien la santé et non le soin, deviennent réellement l'affaire de tout un chacun. Et c'est aussi pour ça que notre partenariat doit s'enrichir des élus, mais également des usagers, des citoyens et des partenaires que vous êtes, qui vont aider demain à la prise en charge de qualité et à l'accès aux soins des patients. La fédération, ses enjeux, ils sont finalement assez calqués sur les enjeux nationaux, puisqu'elle a pour objectif d'accompagner toute l'innovation en santé sur le soin primaire, et notamment l'innovation que l'on va retrouver au sein des exercices coordonnés pluriprofessionnels. Donc, on se charge de développer la démocratie en santé, la démocratie sanitaire au sein de ces équipes. On se charge aussi de développer l'exercice coordonné au sens large, démultiplier le nombre de MSP, d'équipes de soins primaires, et faire en sorte qu'il y ait une couverture totale des CPTS sur le territoire. Et ça, on le fait bien sûr aux côtés du URPS et du guichet CPTS. L'innovation en santé, pour nous, elle se trouve également dans l'intégration des nouveaux métiers en santé, les infirmiers de pratique avancée, les assistants médicaux, les médiateurs en santé. Elle se trouve aussi dans l'intégration de tous les professionnels de santé et le fait de capitaliser sur leurs compétences propres dans leur entièreté pour améliorer l'accès aux soins des citoyens sur les territoires. On travaille également sur le développement de la télémédecine avec dans les activités de soins des équipes, puisque, on le verra tout à l'heure, elles ont toutes cet indicateur-là, en tout cas cette action-là à développer dans leur pratique pour permettre un meilleur accès aux soins des patients. Notre fédération, elle s'occupe également de former. Elle forme les coordinateurs des maisons de santé et des communautés professionnelles territoriales de santé. Les coordinateurs, c'est des ingénieurs de projet. Ils aident les équipes parfois à monter leur projet, ils les aident surtout à faire vivre le projet. Donc, c'est vraiment des ingénieurs et des managers de projet. Et c'est eux aussi qui permettent aux équipes d'éviter d'avoir un amoncellement de tâches administratives et de ne plus se retrouver dans le soin. C'est aussi leur rôle de faire en sorte que les projets qui sont portés par les équipes le soient sous des formats convenables, et en tout cas des formats qui
permettent aux professionnels de continuer à exercer leur métier de fond, c'est-à-dire la consultation et la prise en charge du patient. Dans le volet innovation, on développe aussi beaucoup la recherche en soins primaires, qui est pour l'instant très pauvre. Et on développe aussi tous les axes d'innovation en santé que sont les protocoles de coopération qui permettent des dérogations d'actes entre professionnels et tout ce qui va être article 51, donc tout nouveau projet qui nécessiterait des financements qui sont hors du cadre du droit et j'ai perdu mon mot, du cadre conventionnel posé par l'assurance maladie. Voilà, donc notre offre de service, elle est plurielle. Je voulais présenter là succinctement, et on a également un point sur les événements. Chaque année, l'association organise un colloque. Cette année, c'est le 7 octobre. Ce colloque-là, il regroupe entre 200 et 300 professionnels de santé et tous usagers citoyens qui ont envie de s'informer sur ce qu'est l'exercice coordonné. C'est un événement assez marquant où on travaille sur les actualités premières des soins premiers. Voilà, je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions. Béa, peut-être est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Simplement pour dire qu'en fait, au niveau des maisons de santé et des CPTS, c'est peut-être de reprendre, mais peut-être faut en parler derrière de ce que c'est. On en parle juste après sur l'évolution du système. Et après, moi, je parlais de mon expérience personnelle. Je sais pas si ce sera mieux. Ok. Manon, moi, j'ai juste une question, enfin simplement une précision. Dans une des diapos, il est mentionné un laboratoire d'innovation, si je comprends bien, qui est donc à l'échelle de la FECOP. Est-ce que tu peux juste en 2 mots nous en dire plus? Et notamment, est-ce qu'on est aussi sur de l'innovation technologique? Parce qu'il y a l'innovation organisationnelle technologique, juste en 2 mots. Sauf si tu as prévu d'en parler plus tard. Non, pas de souci, je réponds à ça. Le laboratoire d'innovation, c'est une structuration qu'on a mis en place au sein de la fédération, en fait, qui va permettre à toute équipe qui a une idée innovante de prise en charge patient, de développement d'outillage, de venir nous consulter pour qu'on aide l'équipe à passer de la petite idée embryonnaire à un projet avec un modèle économique et les aider aussi à faire des liens avec des partenaires. Voilà, des partenaires que vous, au niveau de Digital 113 et de tous les adhérents de Digital, vous pourriez être. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'apporter là ce support à toute équipe qui a une idée, qu'elle ne sait pas comment faire germer. Elle fait appel à nous et on fait un temps de travail d'élaboration, de travail à la planification de leur projet, du travail d'objectivation de leur projet, du travail de mise en lien avec les partenaires nécessaires. Voilà l'idée. Super, merci beaucoup. J'enchaîne alors sur l'évolution du système de santé français. Oui. Donc là, on vous a remis quelques bases pour comprendre l'évolution. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une diminution de la démographie médicale forte qui est tendancielle. Ça, c'est une courbe de l'adresse que j'ai tendance à montrer. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On est censé remonter un petit peu du creux de la vague. En réalité, cette courbe tendancielle, elle ne tient pas compte du fait qu'aujourd'hui, pour remplacer un médecin traitant qu'on avait dans les années 80 et qui travaillait sur des amplitudes horaires fortes et pratiquement 6 à 7 jours semaine, il nous en faut 2,6, donc quasiment 3 sur le territoire. Donc concrètement, il faudra qu'on ait atteint bien plus des 208 000 médecins pour avoir une activité assez importante pour couvrir tous les besoins populationnels. De plus, les besoins populationnels ont énormément changé ces dernières années avec une augmentation de la démographie des seniors. On vit plus longtemps, mais pas forcément aujourd'hui en meilleure santé. On a également une augmentation du nombre d'affections longue durée, donc des pathologies chroniques, des polypathologies, et donc on vit plus longtemps, mais parfois plus fragile, avec un état de santé précaire qui demande une prise en charge plus importante et aujourd'hui une paupérisation aussi de la population qui entraîne des complexifications de l'état de santé global et notamment psychologique, environnemental et donc des problèmes sociaux associés aux problèmes de soins.
Donc voilà, une population qui se complexifie. La réponse de l'exercice pluriprofessionnel, elle est apparue finalement dans les années 70. C'est les professionnels de santé qui ont fait émerger cette réponse de travail en réseau, notamment pour faire face aux problématiques des patients CID1, qui étaient des patients porteurs d'une complexité globale, environnementale, sociale, économique et physique et physiologique. Ils se sont rendus compte que seuls, ils ne pouvaient pas grand-chose pour ces patients et qu'il fallait vraiment qu'il y ait un réseau avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues, avec des soins de support, avec l'ESP, avec les paramédicaux, pour accompagner au mieux ces patients-là. Ils ont donc créé les premiers exercices coordonnés pluriprofessionnels. Et ces exercices coordonnés, ils se sont fait connaître plutôt dans les années 2005-2006, un peu plus formalisés. Et c'est à partir de là qu'on a eu les expérimentations des premières maisons de santé pluriprofessionnelles qui a été donc la première forme formelle et financée d'exercice pluriprofessionnel de proximité. C'est important de le redire, la MSP, elle vient du sol, quoi. Elle vient du terrain. C'est les professionnels qui l'ont construite. Et ça a du sens, du coup, pour les professionnels. L'évolution du système de santé, elle est en route, et en tout cas sur les soins primaires pour nous depuis 2009, où dans la loi HPST, la notion d'équipe de soins primaires a été intégrée, et la notion aussi de délégation d'actes. C'est la première fois qu'on avait une possibilité de délégation d'actes officiels entre professionnels de santé sur le soin premier et sur le secteur hospitalier par ailleurs également. Même si ça se faisait pas dans un cadre très formel. La loi de modernisation de notre système de santé a repris le modèle de MSP et a décidé de le développer. Et c'est au sein de cette loi aussi qu'on voit poindre la possibilité de développer des communautés professionnelles territoriales de santé. Ma Santé 2022 renforce et a demandé à ce qu'il y ait un renfort des maisons de santé pour arriver au fin 2022 à 2000 maisons de santé et à 1000 CPTS avec une couverture pour les CPTS de 100% de la population. Alors, vous le verrez, et Béa voulait le dire tout à l'heure, on n'est pas du tout sur la même échelle sur une MSP et une CPTS, elles ne sont pas là pour faire la même chose. Ma Santé 2022 reprend la volonté de délégation d'actes entre les professionnels pour développer l'accès aux soins. Elle reprend aussi le besoin fort de développer la télésanté au bénéfice de l'accès aux soins des patients. Et elle introduit la notion d'assistant médical, ce qu'on n'avait pas avant. On a eu ensuite les CNR en santé, où on a fait remonter, nous, très fortement les besoins en soins primaires et les besoins de structuration au bénéfice de la prise en charge des patients. Et puis, très récemment, la loi de financement de la sécurité sociale et la loi RIST qui mettent en avant la possibilité d'accès direct sur certains professionnels et très souvent dans le cadre d'exercices pluriprofessionnels coordonnés, dans le cadre de maisons de santé. Donc, les objectifs de ces exercices coordonnés, c'est de rendre les territoires attractifs, de leur redonner de l'attractivité. Ces exercices coordonnés, les MSP, se sont d'abord développés dans les territoires ruraux et peut-être même les plus en fragilité. L'objectif, c'est de répondre aux enjeux de fluidification du parcours de patients et d'accessibilité aux soins, et notamment de répondre aux problématiques de santé complexes. La complexité, très souvent pour nous, elle est au niveau de la prise en charge sociale, environnementale et géographique du patient. Le bénéfice secondaire de ces exercices coordonnés, c'est aussi ressouder les liens interprofessionnels, se sentir moins seul quand on est en zone rurale, très isolée des plateaux techniques, se sentir moins seul, plus sécurisé et développer une sorte de bonheur au travail, en effet, au sein de ces collectifs, pour les faire tenir aussi dans le temps. Alors, quelques chiffres d'actualité en France, mais ça, je pense que vous êtes tous bien au courant. Aujourd'hui, on a 620 000 patients en affection longue durée, donc en pathologie chronique, qui vont sans médecin traitant. Notre président Emmanuel Macron l'a dit hier dans une interview. Il souhaite que d'ici la fin de l'année, ces 620 000 patients aient un médecin traitant. Donc voilà, il va falloir trouver des solutions sur le terrain. Les solutions, elles se trouvent souvent en proximité et au sein des équipes pluriprofessionnelles.
faut-il encore qu'on puisse apporter à ces équipes des solutions et peut-être des solutions innovantes qui permettent d'intégrer plus de patients dans leur file active. Il faut savoir que d'ores et déjà, les maisons de santé et les médecins qui exercent dans les maisons de santé ont une file active bien plus importante que les médecins qui exercent en exercice isolé. Ça a été étudié par l'IRDES. Donc voilà, que vont-ils pouvoir faire de plus? Certainement, ils le pourront, mais avec des ressources complémentaires en tout cas. Et 11% de la population des 17 ans et plus se retrouve du coup sans médecin traitant aujourd'hui en France, dont ces 620 000 patients ALD. Les bénéfices de l'exercice coordonné, ils ont été étudiés, ils sont clairs. Il y a quand même, je vous l'ai dit là, un meilleur accès aux soins pour les patients, notamment parce que les files actives des patientèles médecins traitants augmentent. Elles n'augmentent pas parce que ces médecins font plus d'heures de travail, elles augmentent parce qu'il y a une équipe derrière, et notamment pour la prise en charge des patients les plus fragiles et les plus complexes, qui sont des patients qui sont très consommateurs habituellement de soins. Cette équipe-là arrive à rationaliser la consommation de soins parce qu'elle arrive à être plus opérante et plus efficace auprès de ses patients. Et donc, bien sûr, une amélioration de la qualité de soins, c'est ce que l'on vise tous. Ça a été étudié aussi par l'IRDES et elle a été très claire sur la prise en charge au sein des MSP. Pour les professionnels, il y a des intérêts qui sont multiples, il y a une diversification des activités, il y a une valorisation aussi de tout le volet santé publique et prévention. On ne peut pas avoir, quand on exerce aujourd'hui en exercice isolé, la valorisation elle est très fine et très mince. Et puis finalement, la prévention, promotion, santé, c'est une affaire de pluriel, c'est une affaire un peu transculturelle, c'est pas l'affaire d'un professionnel de santé avec son patient. C'est des exercices qui sont sécurisants, puisqu'ils travaillent autour d'un partage d'informations, notamment du partage d'informations autour du patient et du dossier patient. Au sein des maisons de santé, c'est une obligation, par exemple, d'avoir un système d'information partagé. Ces systèmes d'information partagés, ils sont labellisés par l'Agence nationale du numérique en santé. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, c'est un vecteur aussi de convivialité, de finalité partagée, de dynamique d'équipe et de succès commun. Et c'est ce qui fait tenir aussi les professionnels sur les territoires les plus reculés, les plus sensibles, et là où ils ont finalement aussi le plus de pression de patientèle, parce qu'ils en ont beaucoup à gérer à très peu. Ça amène une attractivité d'installation. Ça a été prouvé. Les jeunes veulent s'installer de toute façon en exercice coordonné pluriprofessionnel. Ils ne veulent pas s'installer seuls, ou alors ils s'installeront en secteur hospitalier, mais pas en libéral. Et ils peuvent également s'installer dans des centres de santé pluriprofessionnels. Voilà, pour en venir à la structuration des soins primaires aujourd'hui. Donc, le patient à tous les étages pour la prise en charge, ces organisations, elles sont là avant tout pour améliorer la prise en charge des patients et des usagers. Donc, le professionnel de santé isolé, c'est la plus petite entité que l'on trouve sur le soin primaire. Vient ensuite l'équipe de soins primaires, la maison de santé et les centres de santé. Ce sont des équipes pluriprofessionnelles qui travaillent en proximité du patient et qui sont des effecteurs de soins et qui vont travailler autour d'un projet de santé qui se coordonne autour des besoins d'une patientèle. C'est vraiment une équipe pluriprofessionnelle qui travaille sur une patientèle et au plus près du patient en proximité. On va ensuite avoir la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, qui est, elle, plutôt une animatrice de territoire. Elle vient organiser la santé sur un territoire donné. Elle n'est pas pourvoyeuse de soins en direct, elle représente les offreurs de santé d'un territoire, mais ce n'est pas elle qui va effectuer des actes de soins. Elle est composée du secteur social, médico-social et sanitaire, donc élus, hôpitaux, les acteurs sociaux, médico-sociaux, les acteurs d'appui à la coordination, et puis bien sûr, tous les acteurs de soins primaires. Et enfin, on a aussi des instances régulatrices de tous ces modes-là d'exercice, qui sont l'ARS et l'assurance maladie, et puis bien sûr les politiques publiques générales et les conseils départementaux qui vont aujourd'hui œuvrer, notamment au sein des CPTS et des MSP, sur le volet social et réinsertion sociale, puisqu'encore une fois, la MSP, le SP et le centre de santé peuvent aussi travailler sur l'état de santé du patient, sur la prévention, la promotion en santé, et donc inclure aussi tous les facteurs sociaux, environnementaux dans leur prise en charge. Alors pour que ce soit très très clair, on vous a fait un tableau, là, il y a différentes formes d'exercices.
Donc, les ESP, MSP et centres de santé, ils se développent avec des professionnels de santé libéraux. MSP et centres de santé, il faut des médecins et des auxiliaires médicaux, 2 médecins et un auxiliaire médical. En moyenne, sur l'Occitanie, nos équipes, elles se composent de 25 professionnels de santé. Au niveau de la moyenne nationale, elles se composent plutôt de 15 professionnels de santé. Et puis toujours d'un coordinateur. Les équipes de soins primaires, elles fonctionnent sur le même modèle que les maisons de santé. Elles développent un projet de santé qui prenne compte des besoins en santé de la patientèle qu'elles couvrent, à ceci près qu'elles peuvent être constituées d'un seul médecin généraliste et d'un auxiliaire médical. Et donc, les CPTS, c'est des acteurs du territoire, de l'animation de l'organisation en santé du territoire. Et je vous l'ai dit, c'est composé de professionnels de santé de ville, d'établissements de santé, de SMS, de professionnels du social et des acteurs de la prévention et des représentants des usagers également. La gouvernance est différente. Les ESP, c'est des associations loi 1901. Les maisons de santé, elles doivent créer des structures tiens, mais là, le mot me manque, des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, la structuration juridique qui représente la maison de santé et qui lui permet d'obtenir les financements de l'assurance maladie pour développer ses projets. Les centres de santé, ils peuvent être aussi constitués en CISA, où ils peuvent être leur organisation peut être sous-tendue par des mutuelles. On en a beaucoup, des centres de santé mutualistes. Et enfin, les CPTS, elles ont une forme d'association loi 1901 avec des spécificités liées à leur exercice et à leur objet associatif. Là, vous le voyez, chacune de ces structures a des financements. Financement pérenne pour les maisons de santé, les centres de santé et les CPTS. Financement sur du fonds d'intervention régionale ARS pour les ESP. Entrer un peu plus dans leur mission. Pour les exercices, pour les effecteurs de soins de proximité que sont ces 3 types d'exercices premiers, en tout cas pour les maisons de santé et les centres de santé, il y a une mission autour de l'accès aux soins et des soins non programmés. Il faut organiser l'accès aux soins non programmés, en tout cas pour les maisons de santé et les centres de santé, pour que les patients aient des plages dédiées. Il y a toujours une fonction de coordination, ce fameux coordinateur qui vient faire vivre le projet de santé. Il y a l'obligation d'avoir un système d'information partagé, la nouvelle obligation de répondre aux crises sanitaires graves, développer des protocoles pluriprofessionnels qui sont des protocoles organisationnels pour prendre en charge un patient, de développer des réunions de concertation pluriprofessionnelles. Elles peuvent également développer des missions de santé publique du type développer la vaccination, développer l'éducation thérapeutique, développer la prise en charge des patients atteints d'obésité, développer l'accompagnement du public jeune sur tous les objets d'addiction. Donc voilà, il y a quand même beaucoup à faire sur le volet santé publique. Elle doit travailler aussi à l'implication des usagers. Je vous parlais tout à l'heure de démocratie en santé. C'est un enjeu fort, c'est un enjeu éthique et c'est un enjeu aussi sur le terrain. Rendre de plus en plus acteur le citoyen et acteur également et co-porteur ou co-créateur des projets de santé dont il bénéficie. La formation des jeunes professionnels. C'est quelque chose d'important aussi, puisqu'on veut rendre attractifs ces exercices et les territoires dans lesquels ils sont. Donc, il faut aussi les faire connaître et former les professionnels à ces nouvelles démarches d'exercice coordonné. La démarche qualité, les protocoles de coopération, je vous le disais, ce sont des protocoles de délégation de tâches. Et enfin, développer des parcours de soins spécifiques, notamment sur l'insuffisance cardiaque et sur l'obésité et le surpoids. La CPTS, elle a parfois également des objectifs qui se recoupent avec les MSP. Donc, elles vont, dans ces cas-là, travailler en complémentarité. Elle doit favoriser l'accès aux médecins traitants sur le territoire qu'elle couvre. Elle doit développer les réponses adaptées aux soins non programmés et notamment s'inscrire dans le service d'accès aux soins, le SAS, pour permettre qu'il y ait une réponse adaptée en proximité sur le territoire aux appels pour des soins aigus. Elle doit développer aussi des
parcours pluriprofessionnel autour du patient. Donc, ça veut dire développer des filières un petit peu plus directes entre les cliniques, les hôpitaux, les soins médico-sociaux et le soin primaire. Elle peut lancer des actions territoriales de prévention avec les acteurs de proximité et elle doit également répondre aux crises sanitaires graves. Elle doit travailler sur la qualité et la pertinence des soins et accompagner les professionnels dans l'attractivité territoriale. Aujourd'hui, si on parle à l'échelle de la France, on a 20% à peu près de la population française qui est couverte avec 2186, notamment maisons de santé, et un peu moins de la moitié de centres de santé pluriprofessionnels. À horizon 2027, l'État veut passer à 4000 maisons de santé sur le territoire national. Donc, on doublerait potentiellement la couverture de la population française à minima. Quant aux communautés professionnelles territoriales de santé, elles doivent, fin 2023, avoir couvert l'entièreté de la population. Mais ça ne veut pas dire forcément un accès aux médecins traitants pour tous, parce qu'il y aura une couverture de 100% du territoire par les CPTS. Voilà, je pense que les bénéfices, je vous en ai déjà parlé. Et puis, l'idée, c'était quand même de revenir sur le potentiel du numérique au service des soins primaires. Je ne vous vois pas. Grégoire, dis-moi si dans l'intervalle, il y a des questions auxquelles on peut répondre. Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais on peut, s'il y a des questions là sur cette première partie, on peut les prendre maintenant, hein. N'hésitez pas, les participants. Peut-être, Béa, est-ce que toi, tu peux illustrer par ta pratique les liens qu'entretiennent les maisons de santé de ton territoire avec la CPTS dont tu es le leader? D'accord, Manon. Alors, moi, je vais juste resituer déjà la maison de santé pluriprofessionnelle. J'ai porté le projet d'une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire qui est déjà un peu atypique parce qu'elle est sur 4 sites dans deux villages autour de Montpellier. Elle est Saint-Georges d'Orques, Vendard, Castries et Prades-le-Lez. Donc déjà, nous regroupons 76 professionnels de santé de tout horizon au niveau des professionnels de santé. Et en fait, nous sommes quasi une CPTS, mais on a porté en même temps le projet de la CPTS qui va regrouper, elle, un territoire un peu différent autour de Montpellier qui va partir de Saint-Georges d'Orques jusqu'à Prades-le-Lez en incluant une grosse partie de Montpellier, tous les quartiers QPV, La Mosson, Avenue de Lodève, etc., etc. Donc, en fait, les liens qui se posent, c'est que tous les process de santé de la maison de santé sont inclus de fait dans la CPTS. Au niveau de la MSP, les acteurs se choisissent en fait. Ils se choisissent, ils construisent un projet ensemble et ils font la maison de santé. La CPTS, en fait, c'est un territoire qui est décidé en partenariat entre l'ARS, la CEPAM et les acteurs du terrain, mais tous les professionnels ne se connaissent pas forcément, ne se choisissent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire « je veux travailler avec telle personne ou avec telle personne ». Donc, les liens entre la MSP et la CPTS, c'est que la MSP fait partie en tant que… Enfin, les professionnels de santé de la MSP font partie en tant que tel de la CPTS, mais en même temps sont aussi sont représentés au niveau de la CPTS en tant que déjà organisateurs de soins décidés sur la patientèle. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ça. Et d'autres MSP, nous, on a décidé qu'on faisait tel ou tel protocole de soins, on partage telle ou telle mission. Et en fait, la CPTS, elle, au niveau métaposition, propose des missions de santé publique ou des partenariats avec la MSP qui peut, elle, vers sa patientèle, dédier un protocole. On pourrait donner un exemple, c'est-à-dire, on considère qu'il faut améliorer l'amélioration vaccinale de toute la communauté de la CPTS d'Esmosson, dont je suis la présidente. Ben, la MSP, elle, peut, sur sa patientèle, partager l'action décidée par la CPTS envers ses patients couverts. C'est pour avoir les deux niveaux. Parce que la CPTS va choisir de dire ben, je veux proposer telle ou telle action. On voudrait, par exemple, dépister tous les enfants de 4 à 6 ans pour voir s'ils sont en surpoids. Ça faisait partie des choses que l'on avait essayé qu'on considérait comme prioritaires. Ben, la MSP peut dire ben, je veux mener une action sur mes patients, entre guillemets, et sur l'école ou le collège de voisins du village dans lequel on est. Je ne vous entends pas. C'est niveau.
crois qu'il y avait une question. J'ai entendu quelqu'un commencer à parler, mais J'ai le casque qui ne marche pas très bien, donc c'est pas. Hop. non, mais je crois que c'est bon, hein, Béatrice. Oui. Si tu veux, tu peux continuer. Donc, du coup, en fait, au niveau de la maison de santé et au niveau de la CPTS, on a des outils de communication qui sont différents parce qu'on ne travaille pas sur le même niveau. Au niveau de la maison de santé, on a des outils de communication qui sont à destinée des autres professionnels de santé dans lesquels on doit partager des données patients qui soient sécurisées. On partage aussi des protocoles ensemble que l'on a choisi de travailler et des missions de santé publique. Donc, on a des outils dédiés à ces missions et à ces protocoles que l'on a créés. Donc, en partenariat entre le coordinateur et les groupes de travail de la maison de santé. On a des outils de communication que l'on a créés envers en fait, les patients, qui peuvent être par exemple le site internet que l'on a créé nous pour notre maison de santé. Et ensuite, on a des outils de téléexpertise, comme disait Manon, ou de télésoins, et derrière, des outils aussi de communication que l'on a, nous, avec le Covid, ça s'est beaucoup développé pour communiquer entre nous, pour travailler ensemble. Ça, c'est au niveau de la maison de santé. Au niveau de la CPTS, nous, elle est en cours de construction. Donc, on est aussi dans les mêmes problématiques. C'est comment on communique à la fois de manière sécurisée entre les professionnels de santé du territoire, comment on communique avec les partenaires, puisque la communauté professionnelle du territoire, ce n'est pas uniquement les soins ambulatoires, mais c'est le lien avec les GHT et toutes les… vous, par exemple, ça peut être aussi une chose… Enfin, on peut travailler aussi avec vous. On travaille avec les associations de patients, on travaille aussi avec tout ce qui est les hôpitaux, les cliniques privées, les réseaux. Donc, ce n'est pas du tout lié juste à ceux qui font du soin, mais en fait, on relie tous ceux qui nous permettent d'améliorer la couverture de soins. Donc là, nous, on construit sur Montpellier. On est dans notre orientation. Béatrice, du coup, je rebondis parce que ça, c'est intéressant. Ça veut dire, hein, si je reformule, que si on se place encore une fois dans la posture d'une entreprise qui développe des solutions numériques, en fonction du type de solution, du type de besoin, ça peut être plus pertinent de s'adresser aux équipes type MSP ou on va dire aux équipes effectrices ou alors à la CPTS. C'est ça, hein? C'est pas le même, En fonction pas du le même type de niveau. besoin. D'accord. OK. On n'a pas les mêmes besoins, en fait. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions à poser à Béatrice ou est-ce qu'on enchaîne avec la troisième partie? Je pense qu'on peut enchaîner. Non, ouais, vas-y. Okay, merci beaucoup, Béa, pour ton retour d'expérience. Alors, on n'est pas des professionnels de la New Tech ni du digital. Donc, on a fait avec notre bon sens et puis surtout notre savoir expérientiel. Donc, ce qu'on va vous présenter là, ce sera non exhaustif et j'espère que vous aurez vous-même d'autres expériences de réussite, de partenariat avec le soin primaire à nous communiquer. En tout cas, des outils qui sont absolument utiles au fonctionnement des équipes, notamment des maisons de santé, mais aussi des CPTS. Des outils de communication immédiat et extemporanée entre professionnels de santé. Des outils de pilotage, de suivi et de coordination des projets. Donc, ça va plus être des outils structurels, administratifs qui vont nous servir à piloter notre projet. C'est des outils aussi collaboratifs qu'on travaille au sein de l'équipe. Donc, c'est une nécessité d'avoir des outils collaboratifs qui fonctionnent. Et gestion de structure, puisque notamment sur les maisons de santé, on gère aussi des structurations, des pots, de la logistique, et notamment sur la gestion de crise, on s'est bien rendu compte que la gestion structurelle et la gestion logistique, c'était quelque chose qui était important. Et puis, notamment pour les maisons de santé, puisque c'était une obligation chez nous, un système d'information partagé et labellisé par l'Agence nationale du numérique en santé. Les outils qui vont être utiles à la prise en charge des patients, ou qui sont aujourd'hui en tout cas les plus utilisés, on va avoir tous les outils de télémédecine. Alors, les plus utilisés, voilà, l'utilisation, elle n'est pas encore optimale. Hein, elle a été durant la crise Covid. Il faut bien vous dire qu'au sortir de la crise Covid, les patients avaient aussi fortement envie de revoir leurs professionnels de santé.
Donc, il y a eu, après le pic de croissance des téléconsultations, un pic de décroissance de la téléconsultation au bénéfice de consultations en présentiel. Messagerie sécurisée, c'est un absolu impératif. Et des outils de la coordination autour du patient. Donc, aujourd'hui, au niveau national, ils ont demandé à ce que des systèmes numériques d'appui à la coordination, les fameux SNAC, soient développés. En Occitanie, il s'agit de Spico. Voilà, c'est un outil régional, ce n'est pas le seul existant et ce n'est pas l'outil, en tout cas, obligatoire pour les CPTS et les autres professionnels de santé. Mais il est clair que ces outils de coordination autour du patient sont assez essentiels et notamment devraient être utilisés de plus en plus au sein des territoires des CPTS. Ensuite, les outils pour accompagner l'innovation, donc l'innovation dans la prise en charge des patients aussi, pour améliorer l'accès aux soins. L'organisation du parcours de soins et de santé du patient, c'est important. Des applications pour développer le volet prévention, promotion en santé, des outils de dépistage, comme on en connaît aujourd'hui sur le dépistage de la fragilité par l'application d'ICOP. L'intelligence artificielle, alors ça, on avait pu en parler avec toi, Grégoire, par rapport au sérieux et avec Béatrice aussi, la gestion des dossiers patients, arriver à avoir une intelligence artificielle qui nous permette de repérer les signaux faibles chez les patients, qui nous permettent d'être un petit peu plus performants dans nos actes de prévention, dans ce qui est fait à destination des patients ou ce qui n'est pas fait parce que ça n'a pas été rempli, etc. Donc, en effet, une intelligence artificielle qui vient soutenir la prise en charge du parcours du patient, de son parcours de santé. Et puis, des outils aussi sur la gestion des soins non programmés, puisque c'est ce qui est demandé à chaque échelle du soin primaire, à toutes les échelles du soin primaire, on nous demande de réinvestir les soins non programmés et d'absorber de plus en plus de patients pour éviter qu'ils se retrouvent sur les urgences hospitalières notamment ou des cliniques et que ce soit pas forcément des orientations nécessaires. Pour cela, il faut des atouts, il faut des ressources, il faut des outils qui soient conformes à notre utilisation. Les premiers usages, de façon générale, je trouvais ça intéressant de vous les projeter là, même si vous devez les connaître. Le frein premier, c'est présupposer du besoin client. Parce que finalement, à chaque fois qu'on va ensuite essayer de vendre son outil aux clients, et notamment aux professionnels de santé, qui connaissent ultra bien leur travail et qui ont des méthodes de travail qui sont diverses, soit il va prendre l'outil, finalement, il ne s'en servira pas et il va le lâcher au bout d'un moment. Soit vous allez leur présenter un outil qui ne va pas forcément de suite... il ne va pas forcément de suite, ouais, dans ma pratique, ça va le faire. Dans notre pratique professionnelle, ça va le faire aussi. Je vais y trouver un bénéfice rapide. Pour expérience, les outils qui ont peut-être le mieux fonctionné, c'est les outils qui ont été développés avec des professionnels de santé. Et parce que s'il y a un outil qui a été développé avec un professionnel de santé, c'est qu'au préalable, le besoin a été vachement bien qualifié, quoi. Et du coup, l'usage se fait quasiment d'office. Notre gros problème à tous, c'est l'interopérabilité, je crois, à tous les niveaux. Les professionnels de santé n'ont pas le temps et pas l'envie, d'ailleurs, autant qu'ils sont, de démultiplier les interfaces pour faire avec celui-là le soin non programmé, avec celui-là messagerie sécurisée, avec celui-là mon espace santé, avec celui-là la télémédecine. C'est de la perte de temps, c'est clair, c'est pas toujours opérant. Et ce n'est pas sécurisant dans les pratiques. Donc, voilà, l'interopérabilité, ça reste un gros point d'interrogation pour tout le monde. On espère que ça va évoluer. Donc, c'est ce que je racontais ici avec le cumul des outils, qui est clairement pas modèle dont veulent les professionnels de santé. Non-accompagnement aux usages sur le court et moyen terme, on se rend compte, et notamment on s'en est rendu compte avec l'intégration des systèmes d'information partagés obligatoires au sein des équipes, que les outils étaient très peu utilisés, voire pas du tout utilisés, parce que finalement, on n'avait pas bien accompagné les professionnels sur la durée à le prendre en main. Et ça, c'est souvent et excessivement reproché aux éditeurs de logiciels. Je ne les mets pas tous dans le même panier, mais voilà, on est là aussi pour vous dire les réalités ressenties sur le terrain. Est-ce que c'est toujours réel? Je n'en sais rien, mais c'est un ressenti. Et puis des outils qui sont parfois plus évolutifs. Les professionnels de santé, par contre, quand ils se saisissent d'un outil, veulent qu'il soit performant à fond et surtout.
Donc, c'est vrai que le volet recherche et développement, il est toujours très important. Que les professionnels vont vraiment s'en servir et vont se dire, bah, tiens, c'est intéressant et j'aimerais le développer pour ça et j'aimerais qu'il puisse être profitable à tel parcours de santé, à telle prise en charge, etc., etc. Et si derrière ça ne suit pas, ils vont avoir un outil qui va les ralentir et les freiner dans leur souhait d'évolution de prise en charge patient. Et du coup, ils vont se retrouver à un seuil, un max d'utilisation de l'outil. Ils vont peut-être, pour le coup, du coup, abandonner leur adhésion et leur contrat. Et ce n'est pas l'enjeu. Du moment qu'il y a un changement de pratique, l'objectif, c'est de l'accompagner jusqu'au bout. Là, on vous a mis quelques petits exemples de ce qui fonctionne. Alors, le système d'information partagée, c'est une obligation. Donc, je dirais que ça fonctionne dans les faits puisqu'il y a une contractualisation. Par contre, est-ce qu'ils sont bien pris en main par les équipes en pluriprofessionnalité? Ça, j'en suis beaucoup moins sûre. On a un système de téléexpertise qui fonctionne en région, qui est Domoplay, qui a été développé sur un article 51. Donc une plateforme de téléexpertise et de téléconsultation entre les professionnels de santé et des experts en gestion des plaies et cicatrisation. Il y a l'application ICOP Monitor, qui a été développée par l'Organisation mondiale de la santé en lien avec le Gérontopole de Toulouse, chez nous, qui est une application qui permet de faire du dépistage de la pré-fragilité ou de la fragilité par n'importe qui, un aidant, un professionnel de santé, les postiers, n'importe qui. Et voilà, qui est une application qui permet de faire ce dépistage et diagnostiquer, c'est un bien grand mot, mais mettre en avant s'il y a des problèmes fonctionnels chez la personne dépistée de plus de 65 ans. Et c'est utilisé par le tout venant. Il y a d'autres outils, notamment sur la gestion des soins non programmés, qui ont été développés et qui commencent à être interrogés ou en tout cas intégrés parfois dans la pratique des CPTS. Donc, urgence chrono, 24 heures chrono, pour les citer. Il n'y a certainement pas que. En Occitanie, en tout cas, pour l'instant, c'est ceux qui ont fait une petite percée. Et enfin, les plateformes de téléexpertise et de téléconsultation, qui visent aussi à se développer, puisque sur la téléconsultation et les télésoins, on a de plus en plus de professionnels, notamment paramédicaux, qui vont pouvoir coder et en faire. Donc, peut-être que c'est une voie de développement. Aujourd'hui, on n'a pas une utilisation. Je pense qu'on est sur une utilisation un peu seuil bas, plateau pour l'instant. Et ça ne prend pas forcément. Alors, la téléexpertise, faut-il pouvoir mettre en place un réseau qui fonctionne, et notamment avec des experts, des requis qui sont au bout du fil et qui peuvent répondre. Et aujourd'hui, avec la pénurie de médecins spécialistes, c'est facile que ça, j'imagine. Est-ce que Béa, ça, tu souhaitais peut-être le compléter de ton expérience? Alors, de mon expérience par rapport à la téléexpertise, ça peut se faire donc au niveau de spécialistes par rapport à un besoin effectivement de plaies, ça peut être ça. Dans la psychiatrie aussi, qui a une expérimentation en fait nous localement avec l'hôpital, avec le CHU, mais ça peut être aussi une téléexpertise partagée entre professionnels de santé en coopération. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un acte de délégué avec un infirmier qui est à l'autre bout et avec qui on fait une téléexpertise grâce à des outils dédiés. On peut aussi, par exemple, la spirométrie peut se partager, c'est-à-dire que l'infirmier fait l'acte de spirométrie et envoie au médecin, et nous, on interprète la spirométrie. Donc, ce n'est pas uniquement entre médecins et avis spécialisés, mais c'est aussi en tant que professionnel de santé. Il y a une expérimentation qui va sûrement être faite sur l'acte de décès fait par les infirmières avec une téléexpertise partagée avec des médecins correspondants. Donc, il y a tout ça qui peut être, c'est des outils que l'on peut avoir, qui seront, je pense, demain nécessaires pour pouvoir mieux prendre en soin le patient et peut-être préserver du temps médical et partager des compétences, des niveaux de compétences. C'est voilà, comme exemple pratique. Pour urgence chrono et 24 heures chrono, 24 heures chrono, ça a été développé par une start-up de chez nous, avec une interne médecine générale qui a fait d'ailleurs sa thèse dessus et qui correspondait en fait à comment organiser et proposer au SAMU Centre 15 des plages horaires dédiées pour des patients qui n'ont pas de médecin traitant à porter. Donc ça, c'est vraiment du local et qui est en train de se développer au niveau national. Je vois qu'il y a une question. Oui, j'étais justement en train de la lire, effectivement, et c'est quelqu'un qui revient sur le sujet de l'interopérabilité.
Et donc la question, avez-vous prévu d'illustrer l'ensemble des SI et des logiciels qui utilisent une structure, autrement dit une cartographie à l'échelle des structures, premièrement, et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut améliorer cet enjeu d'interopérabilité? Ce que je comprends effectivement, c'est qu'encore une fois, du point de vue de l'entreprise qui apporte l'innovation, un enjeu très important, c'est d'avoir une vision sur l'existant, hein, c'est-à-dire quels sont déjà les outils utilisés, quelles sont les contraintes. Évidemment, il y a le cadre national hein, qu'on connaît, qui est en train d'être mis en place, mais il ne répond pas forcément à tout. Voilà, je Alors, pense que c'est ça la question. pour illustrer une réponse, nous, au niveau de la maison de santé, les médecins ont leur logiciel métier, qui en fait est la base avec un accès à tous les process de santé qui sont affiliés à la structure. Pour autant, la majorité d'entre eux n'utilisent pas notre logiciel médical. Nous, on a WEDA, qui est un logiciel en ligne, n'utilisent pas comme logiciel métier. Parce que la plupart du temps, les logiciels métiers, même s'ils sont validés, on ne va pas être langue de bois, même s'ils sont validés maison de santé, en fait, répondent plutôt à un besoin médical. Et ça fait partie des demandes que l'on a fait remonter, nous, aux logiciels médicaux, à nos logiciels métiers, de pouvoir avoir une vraie structuration qui permette aux autres professionnels de santé d'avoir des possibilités d'incrémenter le dossier et de pouvoir s'en servir comme logiciel métier. Dans ma maison de santé, la seule qui utilise comme logiciel métier la structuration, c'est notre infirmière Azalée. C'est une infirmière dédiée à l'éducation à la santé publique qui travaille avec nous, qui a un accès, qui écrit ses consultations comme un médecin. Donc, voilà. Donc, par contre, le kiné ou l'infirmier garde son logiciel. Dans l'avenir, nous, on souhaiterait pouvoir faire évoluer ces choses et que derrière, si on voulait avoir une vraie vision du patient, de la globalité d'un patient, c'est qu'on puisse avoir toutes les données centralisées, mais qu'elles soient bien organisées pour qu'il y ait une clarté toujours de la prise en charge. Et ça, c'est au niveau du soin. Et après, si on veut faire de la recherche en soins primaires, ça permettrait vraiment d'avoir un soin primaire qui prenne en compte tous les procès de santé autour d'une trajectoire de patient. Sinon, en fait, à chaque fois que l'on fait si on pense une trajectoire de santé, en fait, on va le faire à travers le dossier des médecins et derrière, on va chercher les données par rapport aux autres professionnels de santé, donc c'est moins clair. Donc, pour l'instant, en fait, il y a plein de logiciels. Il n'y a pas d'interopérabilité avec les autres professionnels. Hein. OK. Monsieur Béder, ça répond à votre question. Après, si vous souhaitez peut-être… oui. Enfin, Alors, merci pour l'explication. D'abord, bonjour. Ensuite, merci pour l'explication. Oui, en fait, enfin, votre réponse, elle est révélatrice effectivement de la vraie vie. Et la situation, elle est malheureusement qu'il y a un certain nombre de logiciels et ils ne sont pas prêts de communiquer, quoi. Je ne veux pas être défaitiste sur l'interopérabilité ou quoi que ce soit, mais c'est des sujets qui, je ne vais pas dire qu'ils sont indémerdables, on va rester poli, mais ce n'est pas demain la veille, je pense qu'on va être capable de rendre pleinement interopérables des logiciels différents. Et quand je dis pleinement interopérables, ça veut dire qu'ils puissent partager, comme vous le dites, hein, les données tranquillement, librement, etc. Ce qu'on arrive péniblement à faire, c'est mettre des logiciels autour d'un DMP. Je dis péniblement parce que le travail n'est pas encore terminé. On va arriver à intégrer des logiciels dans les messageries sécurisées, c'est en train de se faire, et pour éviter les doubles saisies, l'IHM web ou des choses comme ça. Donc, par petites touches, on arrive à améliorer des situations, mais on n'est malheureusement pas aujourd'hui en situation de simplifier tout ça et de rendre tous les logiciels pleinement communicants, parce qu'il n'y a pas les normes, parce que les éditeurs ne veulent pas, parce que ce n'est pas financé, parce que ce n'est pas possible, parce qu'il y a plein de raisons à ça. Et donc, malheureusement, or, on sait très bien qu'il y a de tout temps, il y a eu une demande des professionnels de santé, surtout dans le secteur libéral, d'avoir leur logiciel professionnel qui intègre l'accès à tous les services. C'était historiquement la feuille de soins, ça a été historiquement des choses, ça commence à remonter à loin. Ça, c'est pas du soin, c'est de l'administratif, mais c'est vrai de plein de sujets. Et malheureusement, cette envie ou ce besoin d'avoir des choses, un cockpit, quoi, d'avoir une vue unique sans changer d'interface, etc., qui est fort légitime, elle se heurte à la réalité. Et donc, il faut malheureusement, je pense, vivre avec une combinaison d'outils. Voilà. Et il faut vivre au mieux avec ça. Et sans vouloir être défaitiste, c'est pas demain la veille que, je pense, malheureusement, on aura
un grand soir de l'ergonomie et que tout ira bien, quoi. Donc, il risque de être nécessaire de vivre avec ça pendant très longtemps. Mais il faut partir de l'existant, parce que un professionnel ne change pas le logiciel comme ça, hein. Il est très attaché à son logiciel et en général, il tient. Et il faut vivre au mieux avec une combinaison probablement de systèmes relativement simples et qui communiquent plus ou moins entre eux. Je vais dire ça comme ça. C'est l'approche originelle, hein, de ne pas avoir un seul. Déjà, chez les médecins, vous avez plein de logiciels médicaux, mais qui maintenant fusionnent, ils sont plus ou moins rachetés les uns avec les autres. On va arriver avec 3, 4, 5, 6 par rapport aux 40, 50 qu'on en avait auparavant. Moi, je suis à mon 3e logiciel médical, métier, et personnellement, et j'ai des cheveux blancs, hein, ça ne se voit pas sous la couleur, mais j'ai des cheveux blancs. Et j'utilise un autre logiciel métier dans le sein de la maison médicale de garde que je coordonne. Et déjà, nous, on ne se parle pas sur ces deux-là. Donc, et ce qui est dommageable, c'est que si je voulais rentrer sur le dossier onco du patient, c'est un autre logiciel métier. Si on veut communiquer avec l'hôpital, finalement, c'est pareil. Or, en fait, effectivement, l'interopérabilité, c'est quelque chose que nous, on préconise, mais quel que soit le libéral, mais je pense que c'est pareil pour l'hôpital. Ça serait nettement mieux que nos données de santé soient partagées entre professionnels de santé qui prennent en charge un patient. Probablement, ça éviterait les errances médicales et les doublons, les triplons de biologie, d'examens complémentaires faits ou refaits à l'hôpital quand le patient les a déjà faits en ville ou inversement. Donc, je pense que ça, c'est un vœu pieux. J'espère qu'un jour le voir, je ne sais pas si ce sera en tant que patient ou en tant que professionnel, mais ça serait quand même bien de pouvoir avoir un système qui fonctionne. Mais au Canada, ils y sont arrivés, hein. Au début aussi, de l'expérience qu'on a vue, il y en avait plusieurs. Et puis finalement, au fur et à mesure, les logiciels, si on a des contraintes de cahier des charges, en fait, au bout d'un moment, les normes, elles vont se rejoindre. Enfin, j'espère. Oui, c'est effectivement c'est le même chantier, je dirais, qu'à l'hôpital, hein, que je connais bien mieux, moi, mais c'est un chantier long, mais on voit apparaître les premières briques, on voit apparaître des identifiants patients, enfin individuels, uniques, partagés. Pareil pour identifier les professionnels, les structures. Donc, ça paraît des briques comme ça, presque dérisoires, hein, mais il faut savoir que c'est juste des prérequis. Donc, on peut effectivement faire le vœu que ça ne peut que s'améliorer, comme on dit. Parce Donc, que le NIS que l'on nous demande de faire à chaque ouverture de dossier pour certifier que c'est bien le patient correspond bien, je pense qu'un jour, ça va finir par pouvoir se croiser. Et l'entrée sera par le NIS du patient et derrière, on pourra avoir les données partagées par ce biais-là. Enfin, j'imagine que c'est pour ça. bah, c'est l'idée générale. Mais bon, on va pas résoudre là tous les sujets. Non. Mais par contre, déjà que l'on puisse communiquer entre nous, et c'est déjà important. C'est ça. Alors, moi, justement, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi, Béatrice, ou pour Manon, ou pour les deux, mais donc vous nous avez fait un panorama qui est extrêmement riche, hein. On voit bien les missions, la structuration et l'importance de ce secteur, hein, des soins de santé primaire. On voit qu'il y a des besoins. Et moi, la diapositive probablement la plus pertinente, c'est celle sur les freins, hein, c'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait des besoins. Mais on a aussi compris que la façon de répondre à ces besoins n'était pas forcément, je dirais, optimale. Donc moi, ma question, elle est simple, hein, c'est-à-dire comment, en pratique, comment faire, encore une fois, si on est une entreprise et qu'on développe des solutions numériques et qu'on a envie de s'intéresser à ces structures et à ces process de soins primaires, ou peut-être qu'on a déjà une solution, si on veut justement ne pas, de façon caricaturale, arriver avec une solution toute construite qui ne répond pas vraiment aux besoins, hein, ce qui est normalement ce que tout entrepreneur évite de faire, mais c'est facile à dire et c'est compliqué à faire. Voilà, est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire? Est-ce que la FECOP, c'est un interlocuteur? Est-ce qu'il vaut mieux faire un test avec une seule MSP? Enfin voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des recommandations un peu générales de ce type? Oui, bien sûr. Il y a autant d'équipes CPTS et MSP que de projets. Donc, c'est sûr qu'on ne collera pas à 100% à chacune des équipes. C'est impossible. Nous n'allons pas sur de l'impossible. Par contre, les projets qui ont fonctionné, que je vous ai montré à la fin, là, ICOP, etc., c'est des projets à un moment donné qui ont eu un vrai sens. Et le premier sens, c'est le sens pour l'accompagnement du patient au bénéfice du patient ou en se disant oui, là, j'ai vraiment besoin de cet outil pour améliorer ma pratique.
Et ça, ça ne s'invente pas. Alors, bien sûr, on peut parler aux professionnels de santé, et j'imagine que vous le faites tous. Après, tous vont avoir un prisme de lecture un petit peu différent de leur pratique. FECOP, oui, c'est un interlocuteur hyper intéressant pour vous parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais on est une association 1901 à but non lucratif, hein, juste pour être très clair là-dessus par ailleurs. FECOP, elle regroupe, on vous le disait, 6500 professionnels de santé, quasiment toutes les équipes MSP, un bon nombre de CPTS, et elle a en son sein 60 ambassadeurs, donc 60 professionnels de santé libéraux, qui sont par ailleurs, comme Béatrice, les professionnels qui sont peut-être les plus en avant-garde de tout. C'est pour ça qu'on les retrouve dans FECOP, on les retrouve aussi dans les URPS, on les retrouve aussi dans les UMG, c'est ceux qui sont un petit peu les leaders d'opinion aussi du soin primaire. Et qui sont aussi les bêta-testeurs d'un petit peu tout ce qui se passe sur le soin primaire. Donc, en effet, FECOP, elle ouvre la porte à quand même cette cohorte de professionnels de santé qui a de l'appétit pour tester, pour innover, pour se questionner et pour questionner les projets qui leur sont soumis et en tout cas les faire évoluer dans le bon sens. Donc, oui, c'est une jolie porte d'entrée, certainement pas la seule, mais c'est une belle porte d'entrée et je pense que c'est pour ça que tu nous as fait venir et je te remercie pour ça. Voilà, après pour ne pas se tromper, je pense que vous les avez, les ingrédients. En effet, je pense que la méthode du design thinking, elle est hyper intéressante. Maintenant, on la met un petit peu à l'épreuve de tout ce qu'on crée, même nous, avec les équipes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un outil à destination d'eux, comme nous, on ne veut plus faire de projets à destination de nos patients, on veut faire nos projets avec les patients, pour être sûr que ça a un impact. Parce qu'on fait la même chose que vous, hein, pour les projets prévention, promotion, santé. On se dit, ah ben tiens, leur besoin, ça va être celui-là. Donc, on se lance dans des projets hallucinants, on y passe des temps de dingue pour amener la population à se vacciner. Et quand on fait nos journées, on se retrouve avec 5 pèlerins. Alors, quand ils sont là, ils sont contents d'être là, mais ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de toucher du monde et peut-être les plus réfractaires. Donc voilà, on s'est rendu compte aussi, nous, à notre échelle, avec les projets qu'on promouvait, que ce n'est pas en faisant pour qu'on y arrive, c'est vraiment en faisant avec dès la construction. Voilà, donc on peut tous avoir des idées, on s'en croit, mais il faut aller les tester, il faut les co-construire, après il faut faire des protos, il faut les faire fonctionner, et surtout, l'ingrédient aussi pour que ça fonctionne dans le temps, je vous l'ai mis sur la slide, Béa, j'imagine que tu es d'accord avec ça, c'est qu'on ne lâche pas son produit dans la nature une fois qu'on a signé le contrat, parce que c'est la meilleure façon que l'équipe arrête, qu'elle ait une très mauvaise opinion de l'outil, que ça fasse effet boule de neige, et que du coup, votre logiciel ou proposition, aussi bonne qu'elle fût, tombe à l'eau. Et ça, il faut vraiment l'intégrer dans sa pratique. Il faut accompagner l'équipe à l'utilisation, l'aider à évaluer son utilisation et l'aider et faire progresser son outil. Il faut vraiment aussi avoir des outils agiles, hein. Je vous l'ai dit, les professionnels de santé, si l'outil n'évolue pas avec sa pratique, alors que lui, il a mis du temps pour l'intégrer dans sa pratique, si ça évolue pas en suivant, eh ben, il laissera tomber et il s'y relancera pas, quoi. Et ça, c'est très important et c'est souvent les écueils qu'on rencontre dans les projets et dans les outils qui nous sont proposés. Alors, plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. Encore une fois, ce n'est pas moralisateur ce que je dis, je vous fais juste l'écho vers là où on peut tendre ensemble. Non, mais c'est effectivement très important, hein. C'est difficile à faire et tout le monde essaye de le faire, mais je pense que l'entendre, c'est important. Et moi, je note, au-delà de la conception initiale, la question de l'accompagnement, mais aussi, je pense, de l'évolutivité, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà prévoir un cadre qui permet des évolutions, des nouvelles fonctionnalités, ce qui revient aussi à faire de la co-construction, hein, puisque ça veut dire qu'on n'apporte pas les évolutions, mais qu'on les définit ensemble, hein, si on peut dire. Donc, et puis, c'est un critère de qualité quand même, pardon, mais quand on voit qu'à la tête du consortium ou à la tête de l'entreprise ou à la tête de l'outil, c'est des professionnels de santé qui ont travaillé avec des développeurs, etc., ouais, ça me donne une bonne image, quoi qu'il en soit. On se dit, bon, il y a peut-être de la pertinence derrière. C'est pas voilà, quelqu'un qui, dans son coin, un jour, a une idée et qui dit, regardez, c'est la meilleure idée du monde et ce sera adapté à vos pratiques. Donc, c'est vrai qu'aussi, voilà, c'est quelque chose qui compte, quoi qu'il en soit, dans nos yeux de professionnels. Et puis, pour rebondir par rapport à ce que disait Manon, il n'y a rien de pire qu'un produit que l'on nous donne qui est très bien au départ, mais si derrière, il n'y a pas le fait que ça continue à évoluer et en fonction des besoins, et en fait, on ne sent pas. Moi, j'avais un premier logiciel que j'ai adoré quand j'ai choisi.
il n'a pas suivi le mouvement, il n'a pas répondu, il a commencé à répondre d'abord aux besoins, puis après, c'est arrêté. Résultat, je suis passée à un autre, puis là, le troisième, c'est parce qu'il me fallait un logiciel en ligne, mais finalement, le premier, je l'ai quitté parce que l'évolution n'a pas été faite. En fait, si un produit aujourd'hui ne sera pas, s'il n'évolue pas, ne sera plus un bon produit probablement dans demain ou après-demain. Donc, c'est derrière continuer à nous accompagner et pas nous le donner tel que c'est fini, quoi. Sinon, on reste à l'iPhone 2 ou 1, je ne sais plus combien au départ, alors que maintenant, on est au 13, non, au 14, au 15, je ne sais plus où on est à l'iPhone. Bref, voilà. Je suis désolée, Non, mais je rebondis là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a cette idée, Manon, tu as parlé de consortium, je crois, ou de partenariat. Finalement, ça peut poser la question de faire aussi, d'aller chercher donc, soit ces structures, soit la FECOP, là, je pense que ça dépend un peu de l'ampleur et de l'ambition, mais dès le stade peut-être de la R&D, ou en tout cas dès le stade des premières expérimentations. Et donc, moi, je pose la question directe, c'est-à-dire est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est facile de vous contacter, hein, que ce soit une structure ou la fédération, pour dire, voilà, on a un projet de R&D, on veut tester ça en conditions réelles, venez avec nous, on va chercher un financement ensemble, par exemple. Est-ce que ça, c'est une modalité de collaboration qui existe déjà et est-ce que c'est quelque chose que vous voulez favoriser, vous, en tant que… Alors, c'est une modalité de collaboration qu'on a commencé à mettre en œuvre assez récemment. Et donc, qui est possible. Alors après, on fera très certainement de la sélection parce qu'on va pouvoir répondre à tout. Mais en effet, c'est possible et nous, on l'envisage d'autant plus que vous êtes en train de construire les outils qu'on va utiliser à l'avenir, quoi. Et on veut, autant que faire se peut, que ce soit vite et bien construit pour nous, pour qu'on puisse être des utilisateurs et que ces outils soient de qualité pour nous dans le temps. Donc oui, bien sûr que l'association elle a une volonté de s'investir là-dessus. Après, à la mesure de ce que l'on peut faire. Et par ailleurs, je vous l'ai dit, hein, FECOP, ce n'est pas un truc tout seul dans son coin. C'est la fédération d'Occitanie. Il y en a une dans chaque région. Et puis, on a aussi le réseau d'Avec Santé, donc le réseau national et notre représentativité nationale. Voilà, qui est intéressante. Et en tout cas, ça permet aussi d'aller démultiplier peut-être les usages et puis de faire connaître aussi sa production assez rapidement sur le territoire national. Merci beaucoup Manon. Je lisais donc un commentaire, alors c'était de Monsieur Leclèvre pour savoir si il y aurait un replay. Donc oui, il y aura un replay, effectivement. Ils sont mis en ligne, les replays, par Digital 113. Hein, donc, et ils sont même disponibles sur le site directement de Digital 113. Et je pense que les personnes qui ont participé aujourd'hui vont recevoir automatiquement un lien. Si ce n'est pas le cas, vous nous demanderez, mais en tout cas, oui, ce sera en ligne. Effectivement. Est-ce qu'on a encore des questions parmi les personnes qui sont ici autour de la table? Oui, j'en posais une. Alors, merci pour les réponses, effectivement. Et par rapport au sujet innovation, ça répondait c'est en lien un peu au sujet conception. Je pense qu'on peut distinguer les domaines dans lesquels il y a des tendances, où il y a des normes, où il y a des choses qu'on essaie de poser. On parlait de l'espace santé, de l'INS, du DMP, etc. Donc, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Il y a ce genre d'initiative qui est prise au niveau national. Et ça va aider et contribuer à faciliter l'innovation, parce que quand tout le monde tire dans le même sens et que chacun est à sa place, on évite de réinventer au niveau régional ce qui existe au niveau national, ou on évite d'inventer à un endroit ce qui existe déjà à un autre, etc. Et on construit tout sur les mêmes bases, donc déjà ça simplifie. Et après, il y a les sujets franchement nouveaux, et sur lesquels il n'y a pas de modèle forcément. Et là, je posais la question sur le sujet de la prévention. Vous voyez ça comment? Parce que c'est… Enfin, pas dans je précisais ma question par rapport au numérique. Hein, ce n'est pas la prévention dans l'absolu, ça oui, mais également dans sa dimension numérique. Là, les modèles, ils sont beaucoup moins établis, pour ne pas dire pas trop, voire pas du tout. Donc, vous verriez comment. Pour répondre, d'abord, ça dépend de quel type de prévention on est. Hein. Est-ce que c'est prévention primaire, secondaire ou tertiaire? Est-ce qu'on s'adresse à des personnes ou est-ce qu'on s'adresse à une population malade ayant déjà, etc. Donc ça, c'est… Et il y a moi, je pense que l'outil, de manière générale, en prévention est nécessaire. Ne serait-ce qu'il y a des choses qui sont déjà faites de manière, mais pas forcément par des professionnels de santé. Enfin,
je parlais de l'iPhone tout à l'heure, mais le nombre de pas, marcher, l'activité physique, ce sont des outils de prévention. Et le fait d'avoir de plus en plus sur nos smartphones des outils qui nous permettent de mesurer notre activité physique en termes de marche, de temps, etc., c'est déjà un premier outil. Donc, je pense que ce qui serait important, c'est d'avoir des outils qui nous permettraient de pouvoir rendre autonomes nos patients en termes de prévention personnelle, c'est-à-dire d'avoir un patient dans sa globalité, qu'en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il fait, derrière, il puisse avoir des outils qui lui permettent de dire, ben, là, sur l'activité physique, etc., ça pourrait être innovant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manon. Oui, on en avait déjà parlé, nous, dans les projets qu'on aimerait voir développer ou accompagner sur le tiers-lieu avec Grégoire et Innovi. Donc oui, en effet, ça, hein, l'aide à l'autonomisation du patient. L'idée, c'est que de toute façon, les professionnels, ils vont se recevoir une vague de patients sur la figure. Donc, on ne va pas pouvoir faire de la prévention, promotion en santé individuelle hyper massive, même si, grâce aux infirmières azalées, aux IPA, aux médecins, etc., c'est ce vers quoi on souhaiterait tendre. Mais quoi, il va falloir qu'on hiérarchise. La hiérarchisation va certainement se faire au profit des patients les plus fragiles, les plus précaires et les plus complexes pour le professionnel de santé. Quid du reste, quid des enfants? Enfin, je veux dire, la prévention, c'est dès l'enfance, c'est le bon moment, c'est dès la parentalité, hein, en règle générale. Et donc, pour ce grand public-là, il ne va pas y avoir de message singulier qui va pouvoir leur être transmis de façon générale. Et c'est là où la technologie va venir compléter en fait tous les messages qui pourront être envoyés par le professionnel et les professionnels de santé et l'équipe, et vont pouvoir les compléter et peut-être en effet, eux, les spécifier en fonction de je suis une femme, j'ai X années, etc., je suis un homme, j'ai X années, je suis un adolescent, j'ai X années. Et c'est là où ça va être intéressant et on va se dire que le patient, il va pouvoir être un peu dans l'empowerment et être aussi, lui, en co-action de son état de santé, ce qui n'est pas trop acquis encore, et notamment en France, et va pouvoir être pourvoyeur aussi de questions en suivant auprès de son professionnel de santé. Ben voilà, moi j'ai reçu tel message, je voudrais faire ça, je me suis mis à faire ça, est-ce que c'est bon, est-ce que je vais dans la bonne voie? Et c'est là où le professionnel de santé va pouvoir faire alliance. D'autant mieux si le patient lui-même a reçu des informations un peu plus spécifiques. Et ça, ça se développe, hein, ça se développe dans les autres pays. J'ai vu des choses assez rigolotes dans d'autres pays, notamment du Nord, où il y a des machines qui sont mises à disposition, les patients passent et puis ils gagnent des points pour avoir des mini tickets restaurants parce qu'ils ont bougé 15 minutes devant la machine. Alors, bon, ça peut faire railler, mais il n'empêche que voilà, on parle en ce moment beaucoup de remise en mouvement. Ça devrait être le socle de tout objet de prévention, promotion en santé, la remise en mouvement. Ben, comment on le fait? Est-ce que parce qu'on est allé voir le médecin qui a dit qu'il fallait aller faire du sport et qu'il a prescrit, ça va se faire? Non, il y a un changement de pratique, il y a un changement. Et arriver à trouver des outils via l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi, ou que vous développerez, qui permettent d'envoyer des messages qui sont tout à fait ciblés à l'environnement du patient, son activité générale, pour lui permettre de développer un changement de pratique dans son quotidien, ça, c'est clairement quelque chose qui fonctionnera très certainement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin voilà, c'est difficile de répondre aussi à cette question, Monsieur Béder. On est tous en réflexion active sur le sujet, hein. Mais il y a plein de choses qui s'ouvrent et notamment sur ça, sur la prévention, promotion en santé. Reste que c'est aussi, vous l'avez vu, on a un ministère de la santé et de la prévention. Alors nous, ça nous émeut un peu parce que dans la santé, il y a deux faits, normalement, la prévention, mais le fait qu'il est sorti, c'est aussi pour montrer qu'il y a une nécessité de développer ça, en tout cas qu'il le souhaite, et on le souhaite tous en réalité, investir sur la prévention. Et du coup, on espère aussi que les investissements en outillage et en accompagnement patient suivront. Mais on voit bien que sur la tech, ça suit plutôt bien. Ok, merci beaucoup encore hein, pour cette presque proposition de besoin à la fin de futurs cas d'usage. On a le temps encore pour une dernière question, s'il y a parmi les participants. Et si ce n'est pas le cas, je vous propose, il est 13h30 quasiment, donc c'est bien, c'est honorable. Et je vous propose qu'on s'en tienne à ça pour aujourd'hui. Donc, je remercie encore une fois, hein, au nom de Digital 113, Manon Rénal et Béatrice Lognos, parce que
Je pense qu'on a réussi là en 1 heure et demie à avoir vraiment une compréhension à la fois de ce que c'est ce concept et cet univers des soins de santé primaire, les enjeux du numérique aussi, et puis un focus sur des innovations avec quelques exemples, on va dire, réussis, mais aussi des freins. Et on voit bien, nous, entreprises, que si on arrive à anticiper les besoins et à co-construire les solutions avec les futurs utilisateurs, c'est probablement la meilleure façon d'avancer, tous ensemble. Donc, je vous remercie encore une fois et je remercie aussi l'équipe de Digital 113 qui nous a accompagnés. Et puis, je vous donne rendez-vous, donc, les 2 prochaines factories, vous recevrez, mais c'est le 13 avril et le 22 juin, sous réserve de modification. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui se sont connectés aujourd'hui et vous aurez le replay sur le site de Digital 113. Donc écoutez, merci beaucoup à tout le monde et puis à bientôt.